En fait, l'idée de propriété de l'immatériel dans le champ de l'art au XXe siècle, il y a quelques exemples. Mais ce qui est intéressant avec les plateformes, c'est que c'est devenu extrêmement visible. Je dirais que TF1, France 2 s'y sont intéressés en 2020-2021. Ça existait au XXe siècle. On pense à Yves Klein, on peut penser à Duchamp, des gens comme ça. Mais c'était vraiment dans le champ de l'art contemporain. Là, maintenant, ça intéresse tout le monde. Et ça, c'est un virage qui est intéressant. C'est massif. Ouais, c'est massif. Et c'est ça. Et c'est avec de la visibilité. Et ceux qui se bouchaient le nez, aujourd'hui, se débouchent le nez et s'y intéressent. Alors, il y a beaucoup de terminologie, mais je voulais l'évoquer parce que des fois, les galeristes, les artistes, pas forcément de cette génération qui est dessus, des fois, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un terme qui revient souvent, le minting. Alors toi, tu dis, bon, ouais, ça veut dire création. Créer un NFT, c'est le minter. Ben, c'est OK. Techniquement, minter, en fait, c'est frapper. En fait, c'est un peu ouais, comme frapper la monnaie. Oui, il y a des termes qui ont une histoire. Hein. Ça, voilà. C'est intéressant de le dire en même temps. Minter, c'est vraiment frapper la monnaie à la base. Et donc, on a réutilisé ce terme dans la blockchain, à la base, justement, pour les crypto-monnaies, pour dire c'est le moment de la création d'une monnaie. En clair, c'est quand on valide voilà, l'upload de l'œuvre. Voilà, c'est qu'on inscrit, en fait, l'œuvre dans le marbre. On inscrit l'œuvre, l'existence de l'œuvre dans le registre, tout simplement. Et donc, c'est ça le minting. Et donc, quand un artiste va minter son œuvre, il va la mettre à disposition. C'est le moment où il va la mettre dans la blockchain, tout simplement. Alors après, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais voilà. Mais du coup, c'est quelque chose d'important. Juste pour rentrer un peu sur les types d'objets qu'on collectionne, alors on va se focaliser sur l'art parce que c'est ce qui nous intéresse, mais juste pour avoir un peu la grande image, il y a plein d'autres domaines qui sont concernés aujourd'hui. En effet, il y a l'art. Il y a aussi un exemple que je trouve intéressant, c'est les cartes de collection. Notamment, il y a une société qui s'appelle Sorare, qui est en plus une société française, donc on peut être fier de ça, parce que c'est un des leaders dans les cartes de collection, type les cartes de football. Vous vous souvenez des petites cartes Panini? Bien sûr. Que certains avaient quand ils étaient petits, on les affichait, on les collait dans nos albums. Ça avait déjà une certaine valeur pour nous. Ça avait déjà une valeur. Aux États-Unis, les cartes de collection, vous savez, de joueurs de baseball. Baseball depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est des milliers de dollars. Voilà, ces changes sont conservés sous verre, c'est des biens extrêmement chers, extrêmement importants. Et donc, la carte de collection numérique qu'a introduit Sorare, c'est déjà un marché qui est extrêmement important aujourd'hui. On peut déjà acheter la carte unique de Cristiano Ronaldo, de Mbappé ou de tous les autres copains. Et petit truc en plus de les collectionner, il y a plusieurs parties jeux qui se pluguent dessus. Ça veut dire que je peux jouer avec mes joueurs et gagner potentiellement d'autres NFT. Où il y a même Ubisoft d'ailleurs qui a décidé de créer certains jeux où les gens pourraient venir avec leurs cartes pour jouer dans ces jeux de foot. Donc ça, c'est un univers. Il y a un autre univers qui est intéressant, j'en parle rapidement, c'est ce qu'on appelle des métaverses. C'est les mondes virtuels. Seconde génération ou troisième, d'ailleurs, après Second Life. Exactement. Oui. Donc il y avait eu Second Life il y a déjà une quinzaine d'années. Et maintenant, il y a ces nouveaux mondes virtuels. Donc voilà, un petit peu la vision, c'est un peu le film de Spielberg, je ne sais pas si vous avez vu Ready Player One. Donc c'est ça, c'est cet univers où on est tous en réalité virtuelle et on peut aller d'un jeu à l'autre, d'une expérience à l'autre. Aujourd'hui, le principal aujourd'hui s'appelle Decentraland, c'est le premier qui s'est créé en 2015 et dans lequel aujourd'hui on peut évoluer et on va se rendre compte qu'on a des casinos où on peut jouer du vrai argent à l'intérieur, discuter avec des gens, discuter avec le croupier même. Il y a des galeries d'art évidemment, il y a d'autres expériences qui sont fournies et on peut avoir le NFT du titre de propriété d'une parcelle de terre. Du coup, là, on achète du territoire virtuel. Les propriétaires terriens, exactement. The Sandbox, c'est un petit peu le même principe aussi. The Sandbox, c'est exactement le même principe. C'est une boîte française en plus. Ils sont plus orientés jeux vidéo et ils ont un univers graphique qui se dit en voxel, ça veut dire en pixel 3D, alors que Decentraland est plus en 3D classique. Et donc, ça marche assez bien aussi. Ouais, ça marche assez bien. On peut acheter des terrains. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces univers sont régis du coup par ces fameuses DAO, donc ces systèmes décentralisés. Et en tant que propriétaire terrien, on va voter ensemble les lois d'urbanisme dans notre univers. Donc on va pouvoir dire la hauteur de construction, on va pouvoir définir si dans tel quartier, on a envie de voir s'installer tel type de commerce. Donc l'expérience, on va dire, décentralisée est assez poussée. Et donc c'est pour ça que des gens sont assez contents d'être propriétaires terriens aussi dans ces univers. Et évidemment, on a le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est gigantesque. Enfin, quelques chiffres, mais il faut comprendre que le domaine des vêtements, des masques, des personnages, des avatars en général, c'est quelque chose de monumental. Aujourd'hui, sans parler de NFT, dans Fortnite par exemple, c'est 2 milliards par an qui sont dépensés uniquement pour du style, pour acheter justement la veste de tel youtubeur et montrer à son pote qu'on ressemble à telle personne. Aujourd'hui, ce n'est pas des NFT. Demain, sur ce type de jeu, on va être capable de prendre sa veste, de l'amener dans un autre jeu
de la prêter à des copains, de la vendre, de la louer, de la détruire, en fait, d'avoir tous les attributs de propriété qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est en t'écoutant, je vérifie encore plus que d'ordinaire que finalement, on pourrait considérer que tout ça existait, mais que les NFT, c'est à la réunion de ces différents mondes, de ces différentes technos, de ces différents services. En fait, exactement. Ouais. En fait, ça a juste fourni un cadre. Moi, j'appellerais ça, alors même si les lois locales ne sont pas encore complètement adaptées, mais ça donne quand même un cadre juridico-réglementaire, technique à tout cet univers. C'est des briques qui existaient. Voilà, et ça a mis de la confiance dans cet univers, et du coup, ça a permis, en effet, de commencer à permettre à des gens d'investir dans ces domaines. Alors, confiance parce que transparence. La transparence dans le monde de l'art contemporain, je dirais, il n'y en avait pas tant que ça. Alors, dans le monde des enchères, oui, puisque les enchères sont publiques et qu'on sait à peu près qui surenchérit, quoique quand ça se fait au téléphone, on le sait moins. Mais là, il est clair que sur les plateformes de NFT, on a la mise en vente, la proposition, refusée, acceptée, revendue. On sait tout et c'est là où tu dis, en effet, ça ressemble à un titre de propriété parce qu'il y a tout. Et ça, c'est intéressant parce que ça éradique littéralement la culture du secret. C'est ça. Alors, il faut juste, je précise quelque chose là-dessus, parce que tu as raison, tout est transparent. On sait que Metakovan a acheté l'œuvre de Beeple pour tant de millions. On sait qu'un tel a fait une enchère précédemment. Donc, par contre, il y a une sorte de culture, les personnes qui sont derrière, on ne sait pas toujours qui c'est. Oui, c'est une culture. Oui. Alors, c'est pas anonyme, on appelle ça, c'est une culture, c'est du pseudonymat. Oui, oui. Et en effet, pardon, Metakovan, son nom, tout le monde le connaît sous le nom de Metakovan, c'est Vignesh Sudaresan. Beeple, il a un vrai nom, entre guillemets, Michael Wickelman, mais on s'en fout. En fait, c'est le pseudo qui l'emporte sur l'identité. Exactement, et c'est ton identité là-dessus. Et ce qui est génial, en effet, c'est que tout est traçable. Voilà, j'ai un exemple, alors c'est une anecdote, hein, mais j'ai vu ça hier, justement. J'ai vu un influenceur qui faisait la promotion d'un NFT. Il disait « Ah, c'est génial ce truc, achetez-le, j'en ai acheté plein, allez-y ». La communauté a sorti tout de suite des tweets en disant « On a regardé ton wallet, on vient de voir que tu as reçu 65 Ethers de leur part, donc à mon avis pour faire la promotion, même si tu ne l'as pas précisé. On a vu aussi d'ailleurs que ce n'est pas toi qui les as mintés les NFT, mais que c'est eux qui te les ont envoyés directement. Donc, en fait, tu es en train de nous manipuler et tu ne nous l'as pas dit. Et donc, la blockchain ne ment pas, en fait. On peut voir exactement ce qui se passe. Alors, évidemment, on peut cacher, on peut toujours essayer de masquer, mais à un moment donné, on sait exactement quand même les circuits, tous les circuits monétaires, toutes les enchères. Ça finit par se savoir. Ce qui fait qu'on dit, alors je ne suis pas journaliste, hein, je n'ai pas vérifié, mais on dit que Metakovan connaissait déjà Beeple, on dit qu'il aurait déjà acheté des œuvres de Beeple avec son wallet en crypto, on dit qu'il a fait de l'argent avec les cryptos, on dit que Beeple aurait sollicité Christie's. Mais j'ai envie de dire, dans le monde de l'art contemporain, c'est on dit que souvent moins vérifiable, là qui se vérifie justement avec des gens qui ont ces cultures. Ça, c'est des choses qui existent déjà. Faire la cote d'un artiste. Bien sûr, mais c'est plus qu'on le dit, c'est on le sait en fait. On sait pas, on dit, c'est on le sait. Oui. On le sait, ça veut dire que des manipulations dans le monde de l'art contemporain, il y a toujours eu. Enfin, on sait que voilà, on sait que, enfin, c'est. J'ai même envie de dire dans le monde de l'art depuis Michel-Ange. Dans le monde de l'art, on sait que quand un très gros mécène décide un jour d'acheter un artiste inconnu, la cote de cet artiste va exploser. Bien sûr, les humanistes italiens qui s'entouraient à leur cours de grands artistes en les faisant venir de France à Venise, c'est déjà des questions de relations entre le pouvoir économique, le pouvoir politique et l'artiste dans tout ça qui peut, entre guillemets, aussi construire sa carrière. C'est ça, et c'est toujours les cotes des artistes, on le sait, sont plus ou moins, selon les artistes, manipulées. Et ça fait partie du jeu. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Parce que on n'est pas comme justement le fait qu'on soit non fongible pour le coup, fait qu'on n'est pas en train d'acheter des patates. Et donc, l'œuvre qui est unique, bah, le prix de cette œuvre, c'est le prix qu'un collectionneur à un moment T a décidé de mettre. La vérité, c'est uniquement, un moment j'ai craqué, j'ai acheté ça pour 10 fois le prix d'il y a un an.
c'est comme ça, c'est moi qui ai décidé, le nouveau prix, c'est ce que j'ai décidé. Donc dans la blockchain, par contre, on le voit et c'est assumé. Mais Thakovan, on sait exactement ce qu'il a fait avant. On sait exactement qu'il y a eu des manipulations, mais elles sont connues. Et d'ailleurs, lui-même va peut-être communiquer dessus. Ça oblige en fait à une forme de transparence, ça oblige à une forme de « oui, je l'ai fait pour ces raisons, je vous l'explique, après vous accrochez pas, mais en tout cas, je suis un peu redevable vis-à-vis de l'univers qui me regarde ».